Chers camarades, bonsoir. Nous sommes là pour la troisième session de notre formation. La dérive néolibérale de la construction européenne est-elle irrésistible? Et on va commencer par cette partie qui commence par la fameuse citation de Jean-Claude Juncker. Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités, et on va revenir un peu sur les épisodes précédents. Donc, normalement, ça, vous connaissez. On a eu une Union européenne qui a accru les divergences avec une Europe du Nord-Ouest branchée sur les ports de la mer du Nord qui attire la plupart des investissements industriels. L'Europe centrale qui sert d'Hinterland à la production industrielle allemande et l'Europe méditerranéenne, dont la France se spécialise dans les services et le tourisme et qui perd une grande partie de ses emplois industriels. Je le dis, perdre des emplois industriels, se désindustrialiser, ce n'est pas uniquement perdre des points de PIB, mais c'est surtout perdre un environnement économique qui crée de l'activité en soi et qui crée des emplois bien rémunérés et qui non seulement crée de l'emploi bien rémunéré, mais finit par créer une classe moyenne nombreuse qui favorise la conquête de droits sociaux. Aujourd'hui, la construction européenne, l'Union européenne, est fondée sur une logique où il faut se concurrencer à l'intérieur de l'Union, il faut se concurrencer à l'intérieur de l'Union, et pour se concurrencer à l'intérieur de l'Union, on doit devenir interactif pour les capitaux industriels. La circulation du capital n'est limitée par aucune règle, sauf celle de la concurrence. Donc, c'est le pays qui offre le plus gros taux de profit qui bénéficie des investissements. Par rapport à la chronologie qu'on a connue lors des précédentes séances, on arrive en 2015 où on va avoir la crise grecque qui va être gérée avec brutalité et indifférence technocratique, la crise migratoire, je ne reviens pas dessus, et en 2015, le référendum sur le Brexit. Avant d'arriver à ces deux moments, on va parler de l'achèvement de l'architecture ordolibérale de la construction européenne, avec d'abord le six-pack et le TSCG. Pour faire vite, le six-pack et le TSCG, et qui sera confirmé, ce sera la diapo qui suit, par le two-pack, vont mettre en place à la fois ce qu'on appelle, ce qui va rythmer le semestre européen, et surtout va aggraver les règles, on va dire, économiques, budgétaires, ordolibérales. C'est-à-dire qu'on va transposer en réalité, qui sont les règles budgétaires allemandes à l'ensemble de l'Union européenne. Et puis surtout, on va transférer directement l'obligation de réduire la dette dans les traités. Cette obligation de réduire la dette à un rythme défini de 5% passe d'ailleurs du six-pack au TSCG. Ça, c'est... Alors, j'ai mis l'infographie sur le semestre européen. J'ai cherché pendant de nombreuses heures, je le mets là juste à titre d'édification morale, mais je n'ai trouvé aucune infographie sur le semestre européen, sauf en anglais. Donc toutes les infographies qui vous présentent ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire cette période qui en réalité dure un an et qui n'est pas un semestre, mais qui vous montre la façon dont on construit un budget national dans l'Union européenne en dialogue avec les institutions européennes. Tous les schémas, toutes les infographies sont en anglais. En fait, ce qui se passe avec le TSCG, c'est que toutes les règles comptables qui existaient dans les traités européens ont pour obligation de rentrer dans les traités nationaux, plus la règle d'or, plus etc. Au passage, on sait que François Hollande s'était engagé à renégocier le traité européen, le TSCG, qu'on a appelé le traité Mercosur. Dès
juin 2012, c'est-à-dire à peine 2 semaines après son élection. Il abdique totalement devant nos voisins allemands. Il laissera tout passer et le TSCG sera ratifié par le Parlement à l'automne 2012. Pour les camarades qui étaient membres à l'époque du Parti socialiste, vous vous rappellerez que dès ce moment-là, vous avez eu les prémices de ce que plus tard on appellera la fronde, puisqu'en réalité, en comptant ceux qui votent contre et ceux qui s'abstiennent à l'Assemblée nationale, vous allez retrouver à peu près tous les gars qui vont ensuite se retrouver parmi les frondeurs du PS. Donc le Tupac, c'est pareil, c'est un dispositif qui permet de boucler l'organisation ordolibérale de l'Europe et qui complète le semestre européen. Vous regarderez sur le slide que je vous enverrai, enfin sur les slides, les diapos que je vous enverrai à la fin de cette séance. On est aujourd'hui en fait dans le dispositif qui est créé par le CISPAC, le Tupac et le TSCG. On arrive à la crise grecque. Alors la crise grecque, elle se situe à cheval sur toute la période, c'est-à-dire à cheval sur la période, à la fin de ce qu'on traitait lors de la précédente séance, et à cheval sur l'empilement des nouvelles règles qui vont durcir les contraintes financières et budgétaires des États et qui vont aggraver la charge de la Grèce. Je le dis au passage, la Grèce n'est pas exempte de critiques. La Grèce a aussi fait n'importe quoi avec ses budgets. La Grèce a aussi fait n'importe quoi avec ses budgets parce que l'Europe et le passage à l'euro l'a autorisé à faire n'importe quoi avec ses budgets. Les premières dépenses pharaoniques et totalement délirantes, commençant avec les JO d'Athènes. Vous pourrez regarder le déroulé et le calendrier précis qui s'affiche ici. Mais grosso modo, de 2009 à Mm. 2015, on a une série de prises de conscience de la gravité de la situation, d'abord par la classe politique grecque, puis par l'Union européenne, puis par ses partenaires européens, pas par l'Union européenne, par ses partenaires européens, qui vont rythmer les changements de gouvernement, les tentatives de trouver un accord, les démissions, les tentatives éventuellement de revenir à la démocratie grecque, etc. Le fait qu'on crée des coalitions droite-gauche pour essayer d'avoir des consensus politiques, en tout cas parlementaires, qui permettent d'imposer des situations, mais en réalité, à chaque fois qu'on impose une cure d'austérité à la Grèce, la situation s'aggrave. La situation s'aggrave au point que les marchés financiers vont finir par totalement s'acharner sur la Grèce, état de la zone euro, au point que l'ensemble des pays de la zone euro finissent par s'inquiéter de la contagion possible à leur situation, et que dans cette situation, Syriza finit par gagner les élections. Syriza, qui était considéré à l'époque comme un parti de la gauche radicale, finit par gagner les élections, faire un gouvernement de coalition avec un petit parti de droite conservatrice dont le leitmotiv était la souveraineté grecque et la défense de la souveraineté grecque. Et Syriza arrive avec l'idée de c'est le peuple grec qui va décider de son avenir, mais il n'est pas question de sacrifier la situation sociale des Grecs qui encaissent déjà depuis plusieurs années, d'abord à cause de la faute de leurs gouvernants, disons-le, de leur classe politique, mais qui, au-delà de cette faute des gouvernants politiques grecs, n'ont pas à subir l'absence de solidarité du reste de l'Union européenne, puisque, je le répète, on l'avait dit à la dernière séance, les dépenses délirantes, somptuaires, pharaoniques qu'a organisé le gouvernement grec et qu'ont pu organiser d'ailleurs d'autres États, hein, l'exposition universelle de Lisbonne au Portugal, etc., précédemment, ont été permis par une forme de couverture de la zone euro pendant un moment. Donc, la réalité, c'est comment on négocie avec les Grecs en 2015 à partir du moment où Syriza arrive au pouvoir.
Ça a été en réalité un jeu de dupes total. Yanis Varoufakis, qui était le ministre des Finances d'Alexis Tsipras, s'est rapidement retrouvé en juillet 2015 face à Jeroen Dijsselbloem, qui était le représentant, enfin le président de l'Eurogroupe, c'est-à-dire le président des gouvernements membres de l'Eurozone, dans un dialogue de sourds absolu où Dijsselbloem et les Allemands avait décidé de sauver la zone euro, quitte à tuer la Grèce au passage. Pour faire vite, parce que vous lirez ce que j'ai écrit sur la slide, qui est extrêmement dense, je ne vais pas vous relire tout ça. La France n'a servi dans cette situation qu'à expliquer à la Grèce qu'il fallait faire comme elle 3 ans plus tôt, c'est-à-dire abdiquer. Je m'étais engagé à renégocier le TSCG. En fait, je savais avant que ce n'était pas possible. Je suis allé voir Merkel. Elle m'a confirmé que ce n'était pas possible. Et puis, j'ai rien dit. C'est à peu près le discours que François Hollande et ses émissaires, en l'occurrence, à l'époque, c'était Michel Sapin, ont tenu à Yanis Varoufakis et Alexis Tsipras. Vous connaissez l'histoire. Les Grecs font un référendum sur le mémorandum très austéritaire que l'Eurogroupe et pas seulement l'Eurogroupe, la BCE et le FMI veulent imposer à la Grèce. Ils gagnent le référendum, c'est-à-dire que les gens disent non. Et le gouvernement grec fait campagne auprès de son propre peuple, pour que le peuple grec vote non au mémorandum qui lui est proposé. Et grosso modo, dans les négociations qui vont suivre, on va lui expliquer qu'il n'y a pas de marge de négociation et que soit ils sortent de l'euro version trash et version violente pour eux, soit ils abdiquent totalement. Donc, ils vont abdiquer et ils vont accepter la cure d'austérité extrêmement violente qu'on va leur imposer. Je ne vais pas faire la liste des dégâts que ça a fait dans la situation grecque à l'époque, mais ça pose clairement la question de: peut-on concevoir aujourd'hui une politique alternative dans le cadre européen? Alors effectivement, le gouvernement grec et la Grèce est un petit pays, mais on peut se poser la question aussi pour des pays plus importants dans l'Union. Alors ça, c'était pour la crise grecque que j'annonçais tout à l'heure. Maintenant, on va parler du Brexit. Puisque dans la foulée, après une crise violente où tout le monde a dit ah, quand même, vous êtes dégueulasse avec les Grecs et tout, vous êtes dégueulasse avec les Grecs, mais on fera rien pour que ça change. On a eu le Brexit derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller très vite et vous verrez les gains de Cameron dans la négociation avec les institutions européennes. Mais Cameron avait des problèmes de politique intérieure. En bon conservateur britannique, qui dit je vais faire payer la note à l'Europe, et une des manières de faire payer la note à l'Europe, c'est de la prendre comme bouc émissaire, sachant que je peux dire ça d'un point de vue continental parce que les Britanniques ont quand même une panoplie d'opt-out sur la construction européenne qui est quand même assez importante et que tout ce qu'ils reprochent à l'Europe, en réalité, ils n'en ont pas ils n'en ont pas les faits. Donc, Cameron part à Bruxelles pour mener la bataille qu'il sait gagner d'avance et obtient d'ailleurs tout ce qu'il demande à Bruxelles, c'est-à-dire de nouveaux opt-out. Et il retourne dans son pays au bout de quelques semaines en disant: je vous ai promis un référendum, j'ai gagné tout ce que vous m'avez demandé, maintenant vous allez voter oui ou non à ce qu'on reste dans l'Union européenne. Et pour lui, le pari est gagné d'avance. Il a mis en difficulté le Parti travailliste parce que grosso modo, il sait que le Parti travailliste est divisé parce qu'ils ont Jeremy Corbyn qui est à la tête de du Parti travailliste et qui est un neurosceptique de gauche avec un parti travailliste qui, malgré une base militante qui a évolué, est quand même fondamentalement très pro-européen puisque l'Union européenne apparaît comme un Eldorado social pour les Britanniques vu la situation de la Grande-Bretagne. Et il pense avoir muselé sa droite eurosceptique puisqu'il a obtenu tout ce que la droite eurosceptique demandait à ce moment-là à l'Union européenne. Et il va perdre le référendum. Il perd le référendum puisque le livre,
c'est-à-dire quitter l'Union européenne, l'emporte de près de 52%. On ne peut pas considérer que le référendum est illégitime puisqu'il y a quand même 72% de participation. Et il y a plusieurs raisons à cette défaite. Un, l'euroscepticisme britannique est assez profond et il a toujours d'ailleurs été entretenu par le Parti conservateur. Je n'ai pas besoin de vous faire le détail sur ce qu'étaient les discours des conservateurs sous Thatcher et même sur Cameron, puisque Cameron a activé le discours eurosceptique pour expliquer qu'il allait porter de nouvelles exigences extrêmement raides vis-à-vis de l'Union européenne. Évidemment, les leaders de la campagne pro-Brexit ont menti pendant toute la campagne et ont fait une avalanche de fake news, que ce soit Boris Johnson ou Nigel Farage, que ce soit sur vous inquiétez pas, quand on quittera l'Union européenne, on pourra financer le service de santé britannique, le NHS. Vous inquiétez pas, il n'y aura plus aucun étranger qui rentrera en Grande-Bretagne, etc., etc. C'était évidemment totalement délirant. Il y a une apparition quand même dans cette campagne qui se fait jour et qui continue d'exister. C'est une expression décomplexée du nationalisme anglais. Alors nous, Français, on a tendance à considérer que la Grande-Bretagne est un pays aussi centralisé que nous et que les revendications générales sont folkloriques. Moi, j'ai tendance à penser que la Grande-Bretagne a une structuration impériale et que c'est une structuration impériale anglaise. Et que ce qui s'est exprimé au moment du Brexit, c'est aussi un nationalisme anglais, qui est compensé d'ailleurs par le fait que bah, les marges soit voteront moins pour le Brexit, soit voteront contre le Brexit. La réalité, c'est qu'on a aussi un parti travailliste qui a fait le service minimum. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une erreur de diagnostic sur le rejet de l'immigration intra-européenne, puisque en fait, c'est pas l'immigration en général qui a été rejetée en Grande-Bretagne. Finalement, les Anglais, puisque c'est surtout eux qui y sont exposés, sont tout à fait compatibles avec le fait qu'il y ait certains quartiers qui soient peuplés de Pakistanais embrigadés par des mosquées radicalisées. Ça leur pose pas de problème. Si chacun reste chez soi, tout va bien, tant qu'ils posent pas des bombes. La réalité, c'est que ce que reprochaient les Britanniques, c'était l'entrée des travailleurs européens, des travailleurs polonais essentiellement, mais d'Europe de l'Est en général. On y reviendra tout à l'heure. Et puis surtout, il y a eu un rejet massif de la politique antisociale du gouvernement conservateur par l'électorat travailliste britannique, qui, le parti travailliste faisant à demi-campagne pour rester dans l'Union européenne, ont profité du référendum pour se venger sur Cameron. Donc Cameron perd son pari et démissionne dans la foulée. Et la réalité, c'est qu'en fait, on n'avait rien prévu pour un résultat pareil. D'abord parce que Cameron, même avant de partir négocier, n'avait jamais envisagé, un, que l'Union européenne lui dise merde, deux, que une fois que l'Union européenne avait capitulé devant ses revendications, il puisse perdre le référendum puisqu'il avait gagné les négos, et que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir plus de 3 ans de négociations entre le référendum et la sortie effective de la Grande-Bretagne, plutôt du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Union européenne. Donc, quelles sont les conséquences pour les Britanniques? Une démocratie parlementaire affaiblie, parce que pour la première fois, vous avez un Parlement britannique qui se retrouve confronté au résultat d'un référendum dont il doit tenir compte, mais en même temps, contrairement à la Constitution française, la souveraineté populaire réside en Grande-Bretagne dans le Parlement. Alors les parlementaires britanniques vont se retrouver devant une injonction
contradictoire, c'est-à-dire d'abdiquer leur souveraineté parlementaire pour appliquer un vote référendaire qui va rapidement être remis en cause pour toutes les raisons que j'ai dites avant, c'est-à-dire rapidement, on a vu que les arguments du livre étaient mensongers, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que ça a été compliqué. Les partis politiques ont été affaiblis, autant le Parti travailliste que le Parti conservateur. Les conséquences du Brexit vont être utilisées, fragiliser Corbyn dans le Parti travailliste, qui tombera pour autre chose après. Mais le résultat du Brexit va être aussi utilisé pour, après avoir tué Cameron, tuer Theresa May au sein du Parti conservateur, pour mettre Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique, qui lui obtiendra à la fin le vote conforme des communes, dont on peut se demander à un moment s'ils n'ont pas fait exprès d'user Theresa May pour la faire partir et que Boris Johnson arrive enfin là où il voulait arriver, c'est-à-dire au 10 Downing Street. Et puis aussi pour la Grande-Bretagne, le fait que son unité est profondément remise en cause, à la fois par les résultats du vote. L'Écosse a très majoritairement voté pour le fait de rester dans l'Union européenne. Et c'est aujourd'hui un des arguments majeurs des indépendantistes écossais. Et l'Irlande du Nord a aussi voté majoritairement, pas autant que l'Écosse, mais pas loin que l'Écosse, pour le rester dans l'Union européenne, avec un résultat électoral qui transcende en partie les divisions communautaires. Pour finir sur les conséquences du Brexit, il y a évidemment une dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, qu'elle soit politique et économique. Mais par ailleurs, même s'il y a eu des difficultés économiques importantes, on ne remet pas en cause une cinquantaine d'années de relations commerciales extrêmement intégrées avec le continent, sans que ça ait des conséquences. En réalité, l'économie britannique ne s'est pas effondrée du jour au lendemain et ne s'est toujours pas effondrée d'ailleurs. Les leçons pour les Européens. Bah, on découvre qu'il n'y a pas de procédure qui est prévue pour sortir en réalité. Les représentants de l'Union ont montré qu'ils étaient incapables de mener des négociations politiques, puisque même Michel Barnier, on ne peut pas accuser de ne pas être un politique, s'est retrouvé dans un carcan intellectuel où il s'est dit, bah non, je vais respecter les traités. Donc si vous sortez des traités, vous sortez de tout. Il n'y a pas de marge de manœuvre en fait. Je vais vous faire la misère. Mais je pense qu'il n'a même pas réfléchi au point où il pouvait y avoir des marges de manœuvre. Il y avait un point dur très politique qui était effectivement la question de l'Irlande du Nord, parce que derrière, il y avait la question de la paix civile, évidemment, mais pour tout le reste, on aurait pu trouver des accommodements. Ah ben non, c'est pas possible. Il faut respecter les traités. Donc, négociation politique bloquée. Donc, il n'y a pas de négociation en fait de sortie. Soit vous prenez une baffe, soit vous en prenez deux. La réalité, c'est que la sortie de l'Union implique de négocier de nouveaux accords commerciaux pour régler les relations économiques entre les parties qui se séparent, donc ça prend du temps. Et puis surtout, enseignement pour nous aussi français, c'est que le processus du Brexit n'est pas applicable à la France. Je m'explique. Un référendum en France, en réalité, les Français votent sur un projet de loi. Donc, si vous voulez présenter un projet de loi de sortie de l'Union européenne, vous devez présenter au référendum ce qui a été le résultat de la négociation après 3 ans que les Britanniques ont sorti parce qu'ils n'avaient rien préparé avant. Un, c'était pas prévu, et puis on n'avait jamais eu le cas. Donc en France, il faudrait qu'il y ait un président de la République qui soit élu, puisque c'est comme ça que ça marche chez nous, avec une majorité parlementaire, qui dit on veut sortir de l'Union, on va négocier avec l'Union européenne le fait qu'on veut sortir de l'Union, avec l'Union européenne qui va dire ben non, vous ne pouvez pas sortir de l'Union. Si, si, on veut sortir de l'Union, on veut sortir de l'Union.
imaginons que vous arrivez au bout de je ne sais pas combien d'années à avoir un accord de sortie de l'Union avec tout ce que les Britanniques ont traversé sur les accords juridiques, économiques, machin. Et à la fin, vous faites un référendum sur le résultat que vous avez obtenu. Mais on connaît les Français, nous le sommes. Est-ce que vous êtes sûr de la réponse qu'ils vont apporter au résultat? Bon, donc si un jour il y a des gens qui veulent faire un Frexit, en tout cas, c'est pas comme les Britanniques qui doivent le faire. Communauté, supranationalité, fédéralisme, réalités et fantasmes. Donc, en 2017, après ces multiples crises, Jean-Claude Juncker sort un livre blanc avec 5 scénarios. On ne change rien, on conserve le seul marché unique, on construit une union à plusieurs vitesses, on construit une union concentrée sur certains domaines où on organise un saut fédéral. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Rien. Il n'y a pas eu de débat. Le truc, il a été classement vertical. Macron arrive en septembre 2017, auréolé de sa victoire au présidentiel. Il propose une souveraineté européenne. Personne, les Français, pas plus que ses partenaires européens, ne comprennent de quoi il veut parler. Et ce qu'il faut dire, c'est que on n'a pas vu grand-chose de plus, en réalité, avec les crises qu'on suivi, qui auraient pu être des moments de vérité, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Quelle est la situation en 2017? C'est celle qui est issue de 2012 en termes de structure de l'Union européenne. On a un budget de l'Union européenne qui est très faible. On a des mécanismes de solidarité budgétaire qui sont extrêmement limités. On l'a vu avec la Grèce, quand il y a des États qui sont en difficulté face à un choc économique, des États qui sont en réalité livrés à eux-mêmes, mais avec les autres États qui savent que s'il y a une merde qui se passe chez un de leurs petits camarades, ça finira par leur tomber sur la gueule. Donc, en 2018, on a un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui finit par reconnaître ce que les économistes d'intérêt français avaient établi en 2013, c'est que la zone euro est dysfonctionnelle. On a un espace juridico-économique qui est fondé sur la concurrence, le libre-échange, le démantèlement des protections publiques. On a une BCE qui est indépendante des États et qui a pour seul objectif la stabilité des prix. Et on a des traités qui empêchent à la fois des mécanismes de solidarité budgétaire et qui empêchent la Banque centrale européenne d'agir comme prêteur en dernier ressort et d'agir directement sur les marchés financiers. Plus blocage politique. En 2012, Angela Merkel qui répétait à l'envi qu'elle vivante, il n'y aurait jamais d'euro-obligation ou d'euro-bonds. Ce qui va se passer petit à petit, c'est que sous l'effet de la contrainte, la BCE va enfreindre les traités. Et que Mario Draghi, tout technocrate libéral qu'il est, va faire ce que lui interdisent les traités. Face à la crise économique en 2012, il dit qu'il défendra l'euro quoi qu'il en coûte. C'est le vrai premier quoi qu'il en coûte. En 2014, on vote l'union bancaire qui va entrer en vigueur en 2015. En 2015, quelques jours après, la BCE engage une politique de rachat des titres publics pour faciliter le financement des États. C'est ce qu'on a appelé le quantitative easing. Et malgré l'opposition de l'Allemagne, ça va être amplifié pendant la crise sanitaire. Pour compléter ça, pendant la crise sanitaire, on va avoir une vraie relance, entre guillemets, fédérale européenne. C'est ce qu'on a appelé le plan de relance européen, Next Generation EU, avec 750 milliards d'euros, qui vont en réalité augmenter de 70% les capacités budgétaires de l'Union. Demain matin, vous avez un gouvernement qui vous annonce qu'il augmente de 70% son budget. Vous imaginez sans doute l'effet que ça peut faire.
Je passe sur la répartition de l'enveloppe et le fait qu'on recycle une partie de l'argent. En réalité, la rupture importante, c'est que ces fameuses euro-obligations, ces fameuses euro-bonds que Angela Merkel refusait, l'Union européenne, avec le plan de relance Next Generation EU, va le mettre en place. Et surtout, ce sont en réalité des dépenses extrêmement redistributives, orientées vers les pays les plus touchés. Et je vous avais présenté précédemment, en tout cas dans la séance précédente, le fait que l'effet redistributif des politiques européennes avait chuté. Et ça, c'est pour l'avenir. Normalement, ces emprunts, donc ces euro-obligations, sont gagés vers de nouvelles ressources propres que l'Europe a à inventer d'ici 4 ans. On n'est pas d'accord avec le plan de relance européen, il y a plein de failles dedans, il y a plein de... Voilà. La réalité, c'est que d'un point de vue technique et institutionnel, par rapport à ce qu'on connaissait en Europe, ça reste une révolution institutionnelle. Mais cette carotte fédérale est compensée par un bâton supranational. C'est-à-dire que les règles de sanctions qui existaient par rapport aux États fautifs dans le cadre du semestre européen vont être beaucoup plus strictement appliquées. Et notamment, on va en avoir un exemple avec l'examen du budget italien en 2018, où le budget italien qui est présenté est en dessous les critères de déficit budgétaire, puisqu'il est à 2,4%, mais il ne respecte pas, ce que j'expliquais tout à l'heure, la logique de baisse de la dette et de baisse du déficit budgétaire qui était fixée par la trajectoire fixée par la Commission européenne et le Conseil européen. Et donc, parce que ça ne respecte pas la trajectoire, on va menacer l'Italie d'une sanction. Et donc, l'Italie va représenter un budget non plus à 2,4% de déficit, mais à 2% de déficit, où elle sabre une partie des projets sociaux qu'elle avait mis dedans. En soi, les règles économiques qui sont fixées ne sont pas illégitimes, mais elles devraient dépendre de choix politiques. Nous, on est en désaccord avec, mais on peut considérer qu'une majorité différente qui porte des idées différentes de la nôtre défendent ces idées-là. Pourquoi pas? Or, un saut fédéral impliquerait en réalité que ce ne soit pas une application technocratique qui s'impose au budget de l'Italie, là en l'occurrence, mais de n'importe quel budget européen, mais que ce soit le Parlement européen qui s'empare du débat budgétaire ici, italien en l'occurrence. Ce qui se passe en réalité, c'est que les discussions du semestre européen se font dans un cadre bureaucratique, administratif, pas politique, et qu'en plus, les évaluations techniques de déficit structurel sont systématiquement calculées selon une vision austéritaire qui sous-estime le potentiel de croissance. Donc, ce qui fait que, en réalité, dans la discussion, il y a plusieurs biais. Un, les calculs sont biaisés idéologiquement, et en plus, il n'y a pas de marge de manœuvre politique sur l'interprétation des traités. Les fonds européens. On a un plan de relance européen, j'ai dit tout à l'heure, qui a donné une portée plus grande et plus fortement redistributive. Il a été, ce plan de relance européen, négocié avec la Commission et le Conseil européen. Il a été débattu et voté et amendé par le Parlement européen. Et donc, on est réellement dans une procédure démocratique fédérale. Pourquoi pas? C'est la même chose qui se passe, par exemple, aux États-Unis. Mais on a un usage de plus en plus non fédéral et surtout non communautaire. C'est-à-dire que le budget européen qui n'est pas utilisé pour des projets communs. Les sommes du plan de relance sont mises au service de projets nationaux. En fait, le plan Next Generation EU, c'est une enveloppe dans laquelle
chaque État européen puisse pour financer des projets locaux. Il n'y a pas de considération qu'est-ce qui pourrait être intéressant à l'échelle européenne ou dans un pays, qu'est-ce qui pourrait servir le pays, mais servir l'Union en général. Et le contrôle européen ne se restreint qu'à la conformité à certains principes très technocratiques et très comptables. Un usage non fédéral, moins communautaire et surtout aux objectifs qui sont de plus en plus contestables du point de vue des objectifs de l'Union. La France a financé la baisse de ses impôts de production, qui vise finalement à répondre au dumping fiscal des autres pays européens pour faire soi-même du dumping fiscal. Donc l'Union européenne finance le dumping fiscal de la France vis-à-vis du reste de l'Union européenne. Le fait que d'autres États européens fassent du dumping fiscal n'est pas une excuse pour qu'on en fasse non plus, hein. Enfin, juste, il paraît qu'on est ensemble. Et sur la transition énergétique, on a la France et l'Allemagne qui ont financé des plans concurrents sur la filière hydrogène, sans qu'on se mette d'accord. Tout ça financé par l'Union européenne. Donc chacun fait son truc de son côté qui se concurrence, tout va bien, c'est financé par l'Union européenne, on est dans la même Union européenne. Et puis surtout, au moment où on dit qu'il faut décarboner, l'Union européenne nous impose de démanteler le fret français parce qu'il est public. Et les politiques de cohésion, alors qu'on augmente par le plan de relance le budget européen, vont baisser fortement. C'est une compensation politique qui a été obtenue par les pays dits frugaux, c'est-à-dire les Scandinaves et les Germaniques, pour faire vite. Et la PAC a été aussi réduite. Et depuis plusieurs années, la PAC, en réalité, pareil, est une enveloppe dont la distribution se fait nationalement. Il n'y a plus de cohérence européenne sur la distribution des fonds de la PAC. Donc les deux principales politiques emblématiques de l'Union européenne depuis la création de la construction européenne sont en fait nationalisées. Il n'y a plus de politique européenne. Ça n'existe plus. Alors, une Union européenne, ça sert à quoi? Ça sert à avoir une politique d'investissement stratégique propre. Une politique d'investissement stratégique propre, un accompagnement des États qui pourrait, mais en réalité, on a en réalité un accompagnement des États qui est compensé par un renforcement du contrôle des dépenses nationales. C'est ce que je viens de vous expliquer. Il n'y a eu aucune modification, par exemple, depuis le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. La France a défendu l'idée d'autonomie stratégique. Bon, je passe sur les changements de géostratégie macroniste, hein, je discute pendant des mois avec Poutine et maintenant je vais envoyer des troupes françaises en Ukraine. Mais en réalité, tous les autres États se sont tournés vers l'OTAN, mais de plus en plus. Je le répéterai pas assez, mais je vois difficilement, vu le peu d'alternatives qu'ils avaient, comment qui que ce soit en Europe peut reprocher quoi que ce soit aux Finlandais et aux Suédois. En matière énergétique, pareil, aucune stratégie commune. Notre dépendance au gaz russe a été remplacée par une dépendance au GNL américain plus cher que le gaz russe. L'Allemagne a empêché pendant des mois que le nucléaire soit considéré comme une énergie de transition et n'a cédé sur le nucléaire énergie de transition qu'à condition que le gaz, qui est quand même une catastrophe d'un point de vue effet de serre avec les fuites que ça crée, soit également reconnu comme énergie de transition. Et la sortie du traité de la Charte de l'énergie est extrêmement récente. Donc, on a une union qui dispose d'institutions fédérales, mais il n'y a pas de stratégie claire européenne, parce qu'il n'y a pas d'intérêt général européen qui a été défini par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Et de toute façon, les principes politiques communautaires de solidarité et d'unité qui avaient été définis dès le départ de la construction européenne sont aujourd'hui totalement et définitivement écrasés par les principes
idéologiques supranationaux que sont la concurrence, la libre circulation du capital et le libre-échange. Et dans ce cadre, l'euro et le marché unique ont exacerbé les rivalités économiques internes. Dans un cadre pareil, la seule logique, c'est d'être attractif au capital. Et si vous voulez être attractif au capital à partir du moment où il n'y a pas de régulation commune, ben, rien ne vous incite à bâtir des projets communs. Et la logique, c'est comment je fais pour détourner les réglementations néolibérales, mais à mon profit, contre les autres membres de l'Union. Europe fédérale ou Europe pragmatique? C'est là où on va aborder le qu'est-ce qui nous attend demain. Donc on va revenir sur le paradoxe de la construction européenne à son stade actuel. Une économie hyper concurrentielle, y compris en interne, des stratégies anti-coopératives en interne, et le fait que les économies les plus fragiles sont écrasées et les systèmes sociaux sont soit sur le reculoir, soit totalement étouffés. On l'a vu ce qui s'est passé, notamment en Grèce. On a un imaginaire de paix et de solidarité. On tente de créer des outils collectifs sur une logique fédérale, jamais au profit d'un objectif commun, sans compensation de la rivalité structurelle qui oppose les États membres. Est-ce qu'aujourd'hui, des institutions fédérales réelles, assumées comme telles, permettraient de reconstruire à l'échelle européenne les protections ou le système politico-social qui est mis en cause au niveau national? Puisque c'est ça le discours des sociodémocrates du centre-gauche à l'échelle européenne. Et notamment, c'est le projet qui a été porté par les amis de Thomas Piketty, rassemblés dans le Manifeste pour la démocratisation de l'Europe en 2018. Il proposait une Assemblée européenne souveraine, avec des députés nationaux, des députés européens, un budget européen plus important qu'aujourd'hui, 4% du PIB de l'Union, recherche, enseignement supérieur, projets d'investissement, notamment pour la transition écologique et productive. Et avec une logique pareille, on transformait les élections nationales en élections européennes. En tout cas, on mixait les deux. C'est à la fois une impasse économique, une impasse politique et une impasse démocratique. Pourquoi? Parce que le projet de Piketty ne propose aucun outil de rééquilibrage des effets du marché unique qu'on a décrit depuis le début de ces 3 séances de formation. L'écart entre les dépenses reçues et les recettes versées par un même pays ne devrait pas excéder 0,1%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de redistribution du tout. Ce qu'on verse, on le retrouve. On n'aide pas d'autres Européens. Ça refuse donc l'organisation de transferts financiers entre pays. Et finalement, on aurait un budget européen plus important qu'avec le plan de relance actuel, qui est en cours, mais moins redistributif. Donc finalement, le plan de relance européen qui a été mis en place par des gouvernements majoritairement libéraux et conservateurs, avec une Ursula von der Leyen qui n'est pas le chic, le mec le plus ultra du progressisme politique. Vous avez un plan qui est moins important que le budget que propose Piketty et une partie des sociodémocrates européens, mais qui, même en étant moins important, est plus redistributif. C'est là où vous voyez qu'il y a un problème. Après, on a des débats plus de fond, c'est-à-dire que la construction européenne est toujours sur une impasse, c'est-à-dire que la démocratie ne se limite pas à des élections. Pour avoir une vraie démocratie, vous avez besoin d'un débat collectif et d'une campagne où il y a une intercompréhension des membres du débat, c'est-à-dire du peuple européen, des citoyens européens, à défaut de peuple européen, qui se comprennent avec un débat contradictoire. Aujourd'hui, honnêtement,
Ça n'existe pas. Enfin, ces élections européennes en sont une fois de plus la preuve. Vous vous intéressez pas à la nature du débat qui se tient aujourd'hui en Allemagne, en Grèce ou en Pologne. Vous le connaissez pas d'ailleurs. Et l'état du débat, enfin les télés européennes ne sont pas envahies supranationalement par des débats avec les différents leaders des partis européens, avec une traduction instantanée des uns et des autres. On n'a en réalité aucun espace de débat politique qui arrive à transcender les différences linguistiques, culturelles et historiques. Je le redis, notre culture politique française, notre définition de la droite et la gauche n'est pas la même de celle qui existe en Italie, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark. Et alors, si vous appliquez les différences droite-gauche au débat irlandais, alors je sais, c'est que 4 millions d'habitants, c'est pas important, mais vous ne comprendrez pas ce qui s'y passe. Enfin, le Portugal, où on a beaucoup, on va dire, de correspondance politique, la première fois qu'ils ont eu l'union de la gauche, c'était il y a 10 ans. Ils n'ont jamais connu l'union de la gauche avant. Donc, on a vraiment des différences culturelles et de culture politique qui, aujourd'hui, empêchent un vrai débat européen. Et c'est pas parce que on créerait des instances réellement fédérales que ces instances fédérales seraient, en l'occurrence, dans la situation actuelle, considérées comme plus légitimes ou leurs décisions seraient considérées comme plus légitimes que celles des démocraties nationales. Impasse politique et sociale aussi, ou plutôt sociologique, on va dire, puisque en réalité, on a un débat européen qui est très focalisé socialement. Ceux qui s'intéressent au débat européen, à la politique européenne, sont les classes supérieures. Ceux qui aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, se désintéressent du débat européen sont les classes populaires qui votent déjà pas beaucoup. Si on mettait le niveau de décision politique aujourd'hui à l'échelle européenne, on aurait une fracture sociale et politique qui serait bien plus violente qu'aujourd'hui. Impasse conceptuelle. On n'a pas d'un côté les progressistes qui dépasseraient l'État-nation et de l'autre les passéistes qui seraient repliés sur les identités nationales. Notre question, c'est est-ce que le fédéralisme peut ou non engendrer une Europe plus sociale et solidaire? Et c'est cette question à laquelle il faut répondre. Et par ailleurs, on a, en termes de vie pratique et de vie quotidienne, pas de prestations sociales ou de services publics européens avec des administrations qui permettraient d'incarner un État européen. Et d'ailleurs, on ne voit pas trop ce que ça pourrait être. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la construction européenne? On a des forces qui poussent à l'intérieur de l'Union européenne à la rivalité entre États européens alors qu'on est censé être unis dans la diversité et avoir une union toujours plus forte. C'est ce qui est inscrit dans les traités. Si vous voulez un jour fédéraliser l'Union européenne, ce qui peut être une perspective à long terme, pourquoi pas? Encore faudrait-il mettre un terme à ce qui crée les divisions croissantes dans l'Union. Ce qui crée les divisions croissantes dans l'Union aujourd'hui, c'est le régime de concurrence généralisé du point de vue économique. Pour mettre en cause ce régime de concurrence généralisée, il faut revenir sur ce qu'on appelle le régime des quatre libertés, qui date du marché unique, et notamment surtout la libre circulation du capital et du travail dans l'espace européen, et aussi interroger les modalités d'unification financière et monétaire de la zone euro. Et il faut arrêter de vouloir imposer sur un espace hétérogène économiquement, mais aussi socialement et historiquement, les mêmes règles économiques. En fait, ce qui bloque depuis le départ dans la construction européenne, c'est qu'on a considéré que l'unification économique était un préalable nécessaire à l'unification politique.
Je fais une parenthèse très rapide là-dessus. L'unification économique a déjà été un préalable à des unifications politiques. C'est le modèle notamment de l'unification allemande. Mais quand l'Allemagne fait son unité, rappelez-vous quel type de régime dirigeait les différents États allemands à l'époque. Ce n'était pas des démocraties. Ce n'était pas des gens où le peuple intervenait, où on tenait compte des classes populaires, des gens qui vivaient. En réalité, on peut rapprocher plus facilement politiquement, et c'est ce qui s'est fait dans la première phase de la construction européenne, des pays dont les règles économiques sont adaptées à leurs besoins spécifiques, plutôt que de les fondre dans un moule commun qui exacerbe les tensions sociales et qui finit par exercer les tensions nationales. Qu'est-ce que pourrait être une Europe pragmatique qui donc dirait l'Europe fédérale n'est pas la solution? Europe fédérale qui aujourd'hui nous est proposée par la majorité du PPE et qui nous est proposée par les sociodémocrates, par les écologistes, et donc en France par Marie Toussaint et Raphaël Glucksmann, d'une certaine manière. Renoncer aux directives de libéralisation des services publics, permettre aux États qui souhaitent revenir à une gestion fondée sur les monopoles nationaux et des prix régulés de le faire. On a quelques éléments sur lesquels revenir en France nous-mêmes. Et surtout, revenir sur la liberté de circulation du capital. C'est donc une remise en cause profonde de toutes les libéralisations qui ont été mises en place depuis les années 90. Et aujourd'hui, en réalité, revenir sur ces logiques de libéralisation sans revenir sur l'architecture politique théorique qu'a atteint l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un triptyque commission, conseil, parlement. Le Parlement, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne joue pas son rôle, le Parlement européen. Il y a des vrais débats, ils sont compliqués, ils sont techniques, mais il y a des vrais débats, il y a des vrais choix politiques. Il y a des interventions d'intérêts nationaux, puisque, je vous l'ai dit, les cultures politiques nationales sont différentes les uns des autres. Donc, une majorité au Parlement européen, c'est toujours une majorité qui combine à la fois des orientations politiques des groupes parlementaires, mais aussi des intérêts nationaux. Mais vous pouvez tout à fait conserver ça et revenir sur les logiques de libéralisation inscrites dans les traités et sur les logiques néolibérales qui impliquent que les seules politiques économiques qui peuvent être menées dans le cadre de l'Union sont des politiques néolibérales, sans déconstruire la construction politique de l'Union européenne. Enfin, il y a un autre sujet qui sort des enseignements de la crise grecque, c'est qu'on a vu qu'il n'y avait aucun outil, aucun dispositif, aucune procédure qui envisageait la sortie de l'euro. Cette question a été posée au moment de la crise grecque. Or, cette question pourrait se reposer un jour d'un point de vue partagé, c'est-à-dire des États qui souhaitent rester dans l'euro, mais il se trouve qu'un des États de la zone euro rencontre une situation absolument infernale. Pour qu'il s'en tire et pour que les autres États ne soient pas contaminés, il faut peut-être le faire sortir de la zone monétaire. Comment on fait? C'est pas prévu. Comment on fait pour éviter que la sortie de l'euro, considérée comme nécessaire par un diagnostic partagé, n'aggrave pas la situation pour le pays qui sort de la zone euro? Il faudrait des mécanismes de transition. Aucun mécanisme de transition n'est prévu puisque aucune sortie de l'euro n'est prévue. Et par ailleurs, l'idée que pour des raisons économiques ou pour des raisons politiques, ce ne soit qu'un petit pays qui soit un jour exposé à la sortie de l'euro,
est une idée qui est assez présomptueuse, surtout pour des raisons politiques. Aujourd'hui, vous avez quand même un parti majeur, alors, il est vrai d'extrême droite en Allemagne, qui s'est fondé sur la sortie de l'euro, qui est l'AfD. Si un jour l'AfD arrivait au pouvoir, je ne le souhaite absolument pas, le fait qu'on n'ait rien prévu pour faire ça, ça va être la catastrophe pour tout le monde. Alors, une Europe pragmatique, c'est aussi une Europe qui retrouve, qui redonne aux États la liberté sur leur politique budgétaire. Ça n'empêche pas que ces politiques budgétaires nationales doivent respecter des règles communes avec les voisins. Ça n'empêche pas de régler, de rendre des comptes à ses voisins, surtout. Enfin, on ne va pas légaliser le fait que on fasse du dumping social, du dumping budgétaire et du dumping fiscal. C'est pas ce qu'on demande. Ça nécessite aussi que le droit du travail, le droit social ne puisse pas être une marchandise comme une autre. Ça nécessite également qu'on ne soit pas dans une logique de mise en concurrence des systèmes sociaux. Et ça nécessite aussi que chaque État soit en mesure de contrôler qui travaille sur son territoire. Ça ne veut pas dire que les Européens n'auraient plus le droit de circuler dans l'ensemble de l'Union européenne, mais que autant il faut empêcher la libre circulation tout court du capital, autant il faut réguler la circulation des travailleurs. Ça n'est pas enfin incompatible avec le fait qu'on retrouve une forme d'expansion communautaire, ou en tout cas expansion des politiques communautaires. On peut considérer que le budget européen doit être augmenté. Il doit être augmenté en considérant qu'il doit avoir une fiscalité européenne propre, ce qui évitera de se dire I want my money back, qui est aussi d'ailleurs aujourd'hui dans le rapport de force qui n'a jamais été opéré du point de vue français, un des arguments que certains d'entre nous utilisent. On répète régulièrement, la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne. Nous avons un moyen de pression. Mais si l'Union européenne a un budget qui augmente, qui est financé par autre chose que des contributions nationales pour financer des projets européens et non pas des projets nationaux, ça veut dire que les budgets nationaux peuvent s'occuper des projets nationaux et que l'Union européenne pourrait faire de la redistribution, c'est-à-dire aider les régions qui ont besoin d'être aidées pour rattraper le retard économique dans certains pays, dans certains territoires, et surtout promouvoir des projets de développement à l'échelle de l'Union européenne, qui soient industriels, scientifiques, culturels, etc. Ça n'empêche pas non plus, et surtout pas, que ce budget fédéral sur ces bases-là soit débattu à une échelle fédérale selon des principes fédéraux, avec un Parlement européen. Il n'y a pas de raison qu'on rogne là-dessus. Et ça n'empêche pas non plus de créer des agences européennes capables de mettre en œuvre ces projets européens. Donc, si on revient sur une logique de collaboration européenne plutôt qu'une logique de répression des souverainetés nationales et d'exacerbation des rivalités économiques et sociales intra-européennes, on pourra retrouver un entrain pour la construction européenne. Aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe avec ce qu'on peut constater partout en Europe, la montée des extrêmes droites nationalistes. Il y a de quoi discuter.